J'ai un problème, et aujourd'hui, avec le langage Python, on va commencer à le résoudre. Et ce problème, en réalité, il est assez simple. Depuis que je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube, eh bien, je passe beaucoup de temps à réaliser les vidéos, à les monter, d'une part, sur mon logiciel de montage, mais aussi à préparer les miniatures. Et en fait, l'objectif pour moi, eh bien, ça va être de parvenir à gagner du temps, à devenir plus efficace sur toute la partie de montage et de fabrication des miniatures. Et pour ça, je vais explorer les différents outils qui existent, notamment sur mon logiciel de montage graphique, GIMP, qui est en fait une sorte d'équivalent de Photoshop, mais dans le domaine des logiciels libres, ce qui fait que vous n'avez pas de licence à payer en fait. L'utilisation est complètement gratuite, et ça c'est un grand avantage. Je l'utilise depuis des années, et en fait il est largement suffisant pour aller 90% de mes utilisations en fait. Pour tout ce qui relève du montage de miniatures sur YouTube, de petites créations graphiques sans grande complexité, il suffit très largement. Et aujourd'hui, on va voir ensemble qu'il y a des manières de gagner du temps sur ce logiciel, notamment en automatisant un certain nombre de tâches répétitives. Et là, en l'occurrence, pour la création de mes miniatures, il y a un certain nombre de choses que je fais à chaque fois, en fait. Je vais utiliser systématiquement la même méthode, et cette méthode, justement, eh bien, je vais pouvoir en faire un petit programme. Le but du jeu, c'est que le script que je vais créer en Python, puisque c'est le langage Python qu'on va utiliser, le script Python va se charger de faire ces opérations de lui-même, m'évitant ainsi de le faire à la main. Alors aujourd'hui, ce sur quoi nous allons nous concentrer, c'est le titre. Vous voyez que là, le titre de la vidéo, si je fais un petit zoom dessus, eh bien, il se compose en réalité de deux parties. Vous avez le titre lui-même en blanc, gagné, et en dessous, vous avez une sorte de fond, une sorte d'ombre, en fait, qui a été ajoutée derrière. Et pour faire ça, eh bien, je suis parti d'un texte tout à fait standard. Vous voyez ici, dans ce groupe de calques, on voit qu'il y a deux calques textuels. Le calque gagné d'une part, et le calque du temps d'autre part. Bon, eh bien, le but de l'opération, c'est de réaliser une copie, en fait, de ce calque. Donc là, je vais le dupliquer, comme ceci. Je vais le sortir, je vais enlever la visibilité, voilà, on se retrouve avec maintenant notre calque dupliqué, et ce calque, on va le transformer pour en faire une ombre. Alors, comment je procède? Eh bien, je vais sélectionner la couleur blanche, comme ceci, je vais faire un agrandissement de cette sélection de 5 pixels, je vais ensuite adoucir, non je ne veux pas adoucir, et je vais ensuite peindre la sélection en noir. Voilà, comme ceci. Je désélectionne tout, je refais une nouvelle copie du calque textuel gagné, et voilà. Et là, on s'aperçoit que, eh bien, on a le texte en blanc, avec en dessous notre ombre. Bien. Donc là, on a fait la première étape, c'est-à-dire la création de l'ombre en dessous. Mais l'opération n'est pas complète, puisqu'il s'agit maintenant, eh bien, de faire une rotation de ce texte. Et pour ça, le plus simple, c'est de créer un groupe de calques, de mettre le texte à l'intérieur, de mettre l'ombre avec, et ce groupe de calques, eh bien, on va pouvoir réaliser une rotation dessus. Voilà, comme ça. Et voilà. Et toutes ces opérations que je viens de réaliser, c'est-à-dire la duplication, la sélection, l'agrandissement de la sélection, la peinture en noir de cette sélection, puis la nouvelle duplication du texte, etc. Toutes ces opérations-là, eh bien, il est possible de les scripter. Comment cela est-il possible? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Il se trouve que GIMP embarque un interpréteur Python. Cet interpréteur, on peut le voir, on peut le trouver en allant dans l'onglet Filtre, ici. On descend jusqu'à Python foo, et on peut ouvrir une console. Ça prend un petit peu de temps, voilà. Et là, on se retrouve avec une console Python tout à fait classique, comme on pourrait la trouver en installant Python sur notre ordinateur. C'est le même type de console. Alors là, en l'occurrence, nous, on ne va pas trop s'attarder sur la console elle-même, c'est pas tellement ça qui va nous intéresser. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est dans l'onglet Parcourir. Et ici, dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, on a répertorié toutes les fonctions disponibles pour GIMP.
On a ici une fonction qui permet de dupliquer une image. Ici, on a une fonction qui permet de sélectionner une région par couleur, etc., etc. Nous, ici, on va utiliser ce dictionnaire de fonctions pour retrouver les fonctions qui nous intéressent, pour pouvoir ensuite les insérer dans un script, dans un programme qu'on va sauvegarder et qu'on va ensuite appeler. Et comment ça va se passer cet appel? Eh bien, en fait, on va créer un plugin un peu comme ceux que vous pouvez trouver dans la fenêtre filtre ici. Et pour faire ça, eh bien, il suffit de se rendre dans un des dossiers de GIMP sur le disque C. Le chemin est, vous le voyez ici. C'est dans le disque C, programme, GIMP 2, lib, GIMP 2.0, plugins. Voilà. Et quand vous rentrez dans ce dossier, eh bien, vous voyez que en fait, vous avez tous les filtres installés sur votre version de GIMP. Et c'est à partir de ce dossier qu'on va pouvoir venir insérer notre nouveau script et le faire interpréter par GIMP comme étant un nouveau plugin. Alors là, en l'occurrence, j'ai créé un fichier template qu'on va détailler ensemble dans un instant. Et le but du jeu, ça va être de partir de ce template pour créer notre nouveau plugin depuis zéro. Alors voilà le détail de ce template. Vous voyez qu'il se compose de 3 parties. La première, tout à fait classique, c'est l'import des bibliothèques. Ici, celle qui nous intéresse, c'est GIMP foo. La deuxième, c'est la fonction à proprement parler. C'est là qu'on va ajouter les fonctions du type dupliquer, changer la couleur, faire des sélections, faire des suppressions, etc. C'est là-dedans que toutes nos opérations vont s'écrire. Et puis vous en avez une troisième qui, en fait, sert à l'enregistrement du plugin dans GIMP. Ce qui se passe, c'est que quand on va lancer GIMP, il va faire une passe sur tous les plugins en fait, qui sont dans le dossier qu'on a vu précédemment, et il va s'agir pour lui de les incorporer au menu, de les rendre disponibles en fait, pour l'utilisateur. Et c'est à ça que sert cette partie register ici. Elle sert à dire, déjà d'une part, quel est le nom du plugin, lui mettre une petite description, dire quel est son auteur, à qui appartient le copyright, de quand date-t-il, sous quel chemin rendre disponible le plugin, et puis un certain nombre de paramètres, et enfin le nom de la fonction à appeler. Alors ici la fonction s'appelle temp function, et c'est bien le nom de la fonction qui a été définie. Alors nous allons commencer par enregistrer ce template sous un nouveau nom. Voilà, je vais le dupliquer. Puis je vais le renommer. Voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, on va retourner dans GIMP, parce que j'ai complètement oublié de faire une opération, c'est de passer le logiciel en anglais. Et vous allez voir que par la suite, ça va avoir son importance, en fait, pour retrouver le nom exact des fonctions qu'on va rechercher, en fait. Alors pour faire ça, il faut aller dans Édition, Préférences, dans l'interface System Language. Là, on va le mettre en anglais, English US, ce sera très bien. Voilà, j'ai relancé GIMP et il est passé en anglais. Et en premier lieu, ce que nous allons commencer par faire, c'est faire apparaître notre plugin dans le dossier en fait, des filtres. On va commencer par la renommer. On va la renommer selon la fonction qu'elle va remplir, donc shadow rotate. Voilà, donc voilà pour la fonction. Je récupère le nom et je l'insère dans la section register ici. Je vais lui donner un nom, donc shadow rotate. Ça crée une ombre de rotation. Donc voilà pour les principales informations. Ensuite, il s'agit dans ce champ-là de mettre le chemin sous lequel on va trouver notre plugin. Je vais mettre dans le dossier perso et je vais le nommer shadow rotate, comme ceci. Pour l'instant, je n'ajoute pas de paramètres supplémentaires. Et voilà, pour que GIMP puisse trouver notre plugin, il va falloir redémarrer le logiciel. En fait, le logiciel répertorie les plugins à son initialisation, à son lancement. Après avoir corrigé une erreur de syntaxe, ici, vous voyez, là, il fallait mettre un underscore et non pas un tiret du 6. Après avoir corrigé cette erreur et relancé le logiciel, nous avons enfin notre dossier perso qui est apparu et notre plugin Shadow Rotate qui a été ajouté. Bien entendu, pour l'instant, ce plugin ne sert à rien puisque nous n'avons pas implémenté la fonction à l'intérieur.
Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors avant de faire ça, je vais faire un peu de ménage. Voilà, nous sommes maintenant dans une configuration à partir de laquelle on va pouvoir travailler. Alors par quoi allons-nous commencer? Eh bien, on va créer un groupe à l'intérieur duquel on va venir insérer les différentes copies de calque sur lesquelles on va travailler ensuite. Alors pour faire cette copie de calque, on va retourner dans notre catalogue de fonctions et on va chercher, on va faire une recherche sur groupe par exemple. Et là la fonction qui va nous intéresser c'est GIMP Layer Group New, qui permet en fait de créer un nouveau groupe de 0. Alors si je double-clique dessus, on voit que la syntaxe exacte s'affiche dans la console Python. Et cette syntaxe, je vais tout simplement la copier, comme ceci, copie, et je vais retourner ensuite dans mon script, et je vais pouvoir l'insérer ici, comme ceci. Alors avant d'aller un peu plus loin, il faut toucher deux mots à propos des paramètres en fait qu'on voit ici en entrée de la fonction. Ils sont pour l'instant au nombre de 2, c'est-à-dire l'image courante sur laquelle on travaille, et il s'agit ici du layer, du layer courant sur lequel on travaille également. Ce qui va surtout être important ici, pour la création de notre groupe, c'est de lui passer en paramètre l'image courante sur laquelle on travaille. Dans quelle image ajoute-t-on un nouveau groupe? Bien ici, il s'agit de l'image courante, tout simplement. Alors ce groupe, j'aimerais maintenant lui donner un nom, et pour faire ça, eh bien, on va tout simplement passer par l'attribut du groupe, qui s'appelle tout simplement name. Et à ce stade, ce que j'aimerais faire, ce serait récupérer en fait le nom du calque sur lequel on va travailler, pour ensuite travailler dessus et lui ajouter un bout de texte pour le reconnaître, tout simplement. Et pour ça, on va retourner dans notre catalogue de fonctions, comme ceci. On va faire une recherche sur name. Là, la fonction qui va nous intéresser, c'est la fonction GIMP drawable getName. Là, ça permet de récupérer le nom du calque courant, en fait. Là, pareil, double-clic, on voit que la syntaxe s'est affichée dans la console. Je fais un copier, et je vais venir le coller ici. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais passer en paramètre de cette fonction le calque qui m'intéresse. Je me retrouve donc avec le nom du calque, et je vais pouvoir maintenant modifier ce nom, et je vais lui ajouter, modifier. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais créer un groupe de calques qui va s'appeler le nom du calque qu'on va modifier, plus mode, ici. Et pour finir, ce groupe qu'on vient de créer et de renommer, il va falloir l'ajouter, l'insérer en fait dans la couche, dans la pile de calques. Et pour faire ça, on va aller chercher une nouvelle fonction. Oui, c'est ça, GIMP Image Insert Layer. Alors, même chose. Alors, je fais une copie de cette fonction, et on y va. Je vais le renommer un peu mieux, voilà, ça m'embête un peu. Je vais le renommer comme ça. Et là, il s'agit d'insérer le groupe dans l'image courante. Donc là, c'est le groupe qu'on insère. Et là, il va nous manquer deux paramètres, en fait. Le paramètre parent et le paramètre position. En fait, il s'agit, avec ces paramètres, d'indiquer à la fonction à quel emplacement insérer le nouveau calque, en fait. Donc, il y a non seulement la position dans la pile, donc ça va de 0 à le nombre de calques ou d'objets qui se trouvent dans la pile, et d'indiquer également le groupe parent à l'intérieur duquel insérer le nouvel objet. Alors le plus simple pour récupérer ces deux paramètres là, eh bien c'est tout simplement de partir du calque de base sur lequel on travaille et de récupérer en fait le parent du calque et la position du calque. Et pour faire ça, on retourne à nouveau dans notre catalogue et ça va être getItem position, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, c'est le calque courant qui nous intéresse, comme ceci. Et il nous faut également le parent, getParent. Voilà, comme ceci. Voilà. Une fois qu'on en est là, on sauvegarde et on va pouvoir lancer notre plugin. Et voilà, là on vient d'avoir notre groupe de calques qui a été créé. Maintenant qu'on en est là, on va pouvoir se pencher sur la copie du calque courant. On va retourner donc dans notre catalogue, et là ce qu'on va chercher, c'est une copie du layer. Voilà, là ce qui va nous intéresser, c'est GIMP Layer New from Drawable. Ce que ça fait cette fonction, c'est à partir d'un calque donné, on va le dupliquer pour en réaliser une copie, en fait, tout simplement. Donc double-clic, on récupère la fonction, et voilà, comme ceci. Et je vais la renommer Layer Front. Voilà, je vais l'appeler Layer Front. Pourquoi L-Front? Eh bien parce que ce sera la copie qui va rester devant l'ombre, en fait. Voilà. Cette copie, même chose, je vais la renommer, et je vais lui mettre Front, peut-être? Oui, allez, Front, comme ça. Il va falloir l'insérer maintenant, cette copie. On va l'insérer, comme ceci. Voilà. On va mettre ce layer à l'intérieur du groupe, et on va être en position 0. Voilà, donc en fait, ça va être le premier calque dans le groupe.
On va maintenant réaliser une deuxième copie de ce calque. Cette fois-ci, cette copie, on va le mettre à l'arrière, back, et c'est à partir de cette copie qu'on va réaliser l'ombre. On va le mettre juste après la première copie. Alors attention, parce que là, j'ai oublié de remettre à jour l'image. Alors c'est pas du tout d'estimage, tel que suggéré par le catalogue, c'est image. Sauvegarder, on y va. Filtre. Là, on a bien nos deux copies. Là. Alors maintenant, à partir de la copie back qu'on vient de créer, eh bien, on va pouvoir dessiner l'ombre. Et on va commencer par faire une sélection du contenu du calque. Pour faire ça, on retourne à nouveau dans notre catalogue. On va partir sur la fonction GIMP Image Select Item. Et cette fonction permet en fait d'opérer une sélection sur le contenu du calque. Je copie. Alors l'image, c'est ça. L'item, eh bien, ça va être LBack. Le paramètre qui va nous manquer, c'est opération. Donc on va retourner voir dans la documentation. Ah oui, d'accord, ça c'est le type de sélection qu'on opère. Donc là, on va tout simplement faire une addition toute simple. Donc on va lui mettre 0 en paramètre. Opération, voilà, 0. Cette sélection, nous pouvons maintenant l'agrandir. GIMP Selection Grow. Et là, si vous vous souvenez bien, la taille de la sélection que j'utilise, c'est 5. Sauf que ici, on va le passer en paramètre de la fonction ici. Et pour ce faire, je vais créer un nouveau paramètre que je vais nommer border. Je vais le passer en paramètre de la fonction selection grow. Et surtout, ce qu'il va falloir penser à faire, c'est modifier la section register ici. On va ajouter un entier. Et par défaut, cet entier vaudra 5. On va lui donner un nom. On va dire c'est la bordure. Voilà, comme ceci. Alors, puisqu'on a modifié la section register, il va falloir redémarrer GIMP. Voilà, je viens de redémarrer le logiciel. Je vais appliquer mon Shadow Rotate sur le calque gagné. Et voilà, là, on vient d'ajouter un paramètre et GIMP se charge de nous afficher un pop-up pour saisir en fait la valeur que l'on souhaite pour la bordure. Et là, par défaut, je l'ai mis 5, il me donne 5. OK. Et voilà. Alors maintenant, on va pouvoir peindre cette sélection en noir. Et pour faire ça, nous allons procéder en deux temps. On va commencer par mettre la couleur d'avant-plan en noir, et ensuite opérer le saut, en fait, la fonction saut sur la sélection. Pour faire ça, on retourne à nouveau dans notre console, Python, on retourne dans le catalogue. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est la fonction set foreground. On récupère. Et puisque nous avons juste avant ajouté un paramètre, et bien là, même chose, on va ajouter un paramètre pour laisser à l'utilisateur la possibilité de choisir la couleur qui l'intéresse. On va ajouter un paramètre, donc, color, on va passer en paramètre de notre fonction, color, et même chose, ici, voilà. Alors par défaut, la couleur ici va être en noir, hein, 000 en couleur RGB, voilà, ça c'est la couleur noire. Et maintenant que j'ai fait ça, puisque nous venons de toucher à la section register, il va falloir à nouveau redémarrer GIMP. GIMP a redémarré. Et si je modifie la couleur d'avant-plan comme ceci, et que je relance mon script, perso, Shadow Rotate, il m'affiche à nouveau la pop-up, mais cette fois-ci avec un nouveau paramètre, la couleur, que je peux choisir ici librement. Je clique OK, donc on a à nouveau nos calques qui ont été créés, la sélection qui a été ajoutée, et la couleur d'avant-plan qui est passée du rouge au noir. Maintenant que nous avons la sélection, eh bien, nous allons pouvoir la peindre en noir. Donc on va aller chercher dans notre catalogue de fonctions. Ici, ça va être la fonction bucket, bucket fill, voilà, comme ceci. Alors cette fonction, elle a beaucoup de paramètres. On va aller regarder un peu le détail ensemble. Le paramètre drawable, c'est le calque sur lequel on va travailler. Donc ici, c'est LBack, tout simplement. Les autres paramètres, eh bien, il y a dans un premier temps le mode de remplissage. Donc ici, on va le mettre en 0, hein, on va pas s'embêter. Voilà. Ensuite, on a le paint mode. Même chose, on va le mettre à 0, on va pas s'embêter. L'opacité, le nom est relativement explicite, donc on va mettre à 100. Le seuil, on va le mettre à 0. Sample merge, on va le passer à false. Les paramètres X, Y ne sont valides que quand il n'y a pas de sélection sur l'image, ce qui n'est pas notre cas. Donc là, on peut se contenter de mettre voilà, 0, 0 des valeurs par défaut, et ce sera très bien. On sauvegarde, on exécute, et voilà, si on zoome, on s'aperçoit que bien, la fonction bucket a été effectuée. Pour finir, on va désélectionner l'image et on va opérer la rotation sur le groupe de calque. On retourne dans le catalogue, GIMP Selection None,
Voilà, donc là c'est l'image, très bien. Et pour finir, la rotation sur le groupe de calque. Ça va être rotate. Alors là on me dit que cette fonction est dépréciée, qu'il faut aller chercher GIMP item transform rotate. Eh bien, très bien, on va y aller, la voilà. Alors ici nous n'avons pas besoin du retour puisqu'il s'agit de travailler en fait sur le groupe. L'angle, eh bien pour l'occasion on va à nouveau créer un paramètre. Voilà. On va mettre un flottant, alors du coup on va le mettre à la fin. Et par défaut on va le mettre à -20. AutoCenter. Ce paramètre indique à GIMP à partir de quel centre de rotation effectuer la rotation, tout simplement. Ici, AutoCenter, si on le passe à True, eh bien, il va prendre pour centre de rotation le centre du calque lui-même. Et ici, c'est pas ce qu'on va prendre, on va le placer à False. Et centre X, alors là, nous travaillons sur une image 1280 par 720. La moitié de 1280, ça va être 640. Et 720... Donc là, en fait, je choisis pour centre de rotation eh bien, le centre de l'image totale. On sauvegarde. On a modifié la section register, donc il va falloir à nouveau redémarrer GIMP. GIMP a redémarré, donc on va pouvoir exécuter notre plugin. C'est parti. Et là, je me suis fait avoir puisque l'angle indiqué n'est pas en degrés, mais en radians. Et pour effectuer la conversion, eh bien, il va falloir passer par la variable pi. Pi, elle est disponible dans le module mat. Mat import pi, comme ceci, et l'angle ici, angle rad, en radian. Voilà, ça fera l'affaire, on sauvegarde, on exécute à nouveau, et voilà, on va y arriver, et voilà. Alors à partir de là, on pourrait aller encore un peu plus loin. On pourrait aussi enlever la visibilité sur le calque d'origine. On pourrait éventuellement resserrer la sélection au contenu réel du groupe de calque, hein, tout simplement. Mais voilà, vous avez compris la philosophie du script Python avec GIMP. Et en fait, à partir de là, on a un outil à disposition qui est assez puissant et qui permet, une fois qu'on le maîtrise un peu, une fois qu'on est un peu rentré dans les procédures et dans la méthodologie, eh bien, ça permet de gagner beaucoup de temps en réalité. En tout cas, je compte bien continuer à exploiter cet outil, et si vous êtes un utilisateur, disons, régulier de GIMP, eh bien je vous invite à faire de même. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous invite à la liker et à la partager. Et moi je vous dis à la prochaine.